Salut à tous et à toutes, c'est Yuri-sama, et on se retrouve pour une vidéo que j'attendais de faire depuis très longtemps, et qui sera en fait un diptyque de vidéos, puisqu'on va parler des termes du jeu, de manière très générale, donc du lexique, et vous pouvez voir qu'aujourd'hui on parlera du vocabulaire officiel, donc c'est la première vidéo, et dans à peu près une semaine, normalement, on parlera du jargon. Donc le vocabulaire officiel, je pense que ça s'explique tout seul, mais le jargon, ce sont en fait tous les termes de fans, donc ce sont des termes qui ne sont pas officiels. Alors pour faire ça, j'ai fait 2 dictionnaires, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai fait 2 fichiers PDF, un pour le vocabulaire et un pour le jargon, et on va, je vais vous les présenter dans ces vidéos-là. Donc, chose importante, ce sont des PDF qui sont pas forcément hyper complets pour 2 raisons. Le vocabulaire officiel, j'ai dû faire quelques choix, j'ai pas mis les termes que je considérais comme extrêmement simples, ou alors comme trop longs à expliquer. Alors je vais vous laisser lire un petit peu l'introduction, mais voilà, c'est une sorte de dictionnaire, là réparti, j'ai fait plusieurs catégories, vous allez voir le sommaire. Il y sera question donc, de certaines mécaniques de jeu, mais le but c'est pas de vous expliquer tout le jeu. Donc j'ai pas mis ce qu'était une invocation par exemple, mais j'ai pu mettre quelques petits aspects. Donc si j'ai parlé de mécaniques de jeu, c'est souvent parce que le vocabulaire précis est assez mal compris par rapport à ça. Mais en réalité c'est un peu tout. Le reste ce sera surtout des termes bruts. Et pour le jargon, c'est simplement que j'ai fait beaucoup de recherches. Dans ces 2 PDF, il y a quand même plus de 20 pages à chaque fois. Mais voilà, peut-être que je vais avoir des choses à rajouter, et justement, on va en parler juste après. Donc voilà, j'ai dit que l'attention sera avant tout portée sur le sens des différents termes, ce à quoi ils renvoient, et non pas à chaque détail de mécanique de jeu. De plus, certains termes ne seront pas présents, donc comme j'ai estimé qu'une définition, ça valait pas le coup, alors c'était trop compliqué. Et puis voilà, donc c'est pas le but non plus de vous expliquer des mécaniques de jeu, j'ai réduit au minimum syndical. Et puis donc seront abordées des formulations qu'on peut trouver dans les textes, mais assez peu de formulations, on va dire, brutes, parce qu'il y en a beaucoup qui font simplement partie du PSCT. On va en revoir la définition ici, du PSCT, mais je vous rappelle que j'ai fait des vidéos sur comment lire une carte, et j'ai parlé justement de beaucoup d'aspects comme ça. Mais voilà, ou sinon ça demanderait trop de contextualisation, ou ça dépendrait des cas, etc. Mais vous en faites pas, comme je vous dis, il y a une vingtaine de pages, donc il y a largement de quoi faire, et il y a quand même des termes très importants qui sont source de beaucoup de confusion pour les joueurs. Donc, voyons voir ce qu'on a. Nous avons le sommaire, donc on verra les termes généraux, les abréviations, les acronymes, ensuite des termes qui désignent des différents types de duels, les termes relatifs à des mécaniques de jeu, donc vous voyez il y a quand même une partie là-dessus, mais vous verrez exactement ce que j'entends par là, des termes relatifs à des actions, donc c'est un petit peu différent, vous verrez, les termes qui désignent des catégories de cartes, je crois qu'il y en a assez peu, mais voilà, des termes officiels qui permettent de classer les cartes, vous verrez en quoi. Et ensuite on a des termes désignant des variations sur les méthodes d'invocation, donc c'est une petite partie un peu bonus que j'ai prise notamment des différents animés et mangas, parce que du coup ce sont des sources officielles, dire pas forcément pour le jeu IRL, mais ça reste des termes de Konami, puisque c'est leur propriété, c'est pas inventé par les fans, c'est inventé par Konami, et c'est surtout intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui les utilisent, et puis au pire ça fera un petit bout de trivia, ce que pas mal aiment je pense. Donc le lien de la vidéo, évidemment, je l'ajouterai une fois qu'il y aura cette vidéo, parce que je suis en train de l'enregistrer, et vous aurez, bien évidemment, ce PDF en description. Je vous mettrai le lien vers, normalement, un dossier où il y aura les 2, vocabulaire, puis le jargon sera ajouté quand la vidéo sortira, et vous aurez, normalement, la date de la dernière update. Et en fait, si je veux faire des updates importantes, je mettrai un petit astérisque. Alors, comme ça, vous aurez juste à faire CTRL F sur le document, vous mettez l'astérisque, et vous verrez où est-ce qu'il y a ça, pour voir s'il y a des mots qui ont été ajoutés, des définitions qui ont été vastement modifiées, parce que bien sûr, tout ceci c'est du work in progress. Alors c'est du work in progress très avancé, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé, des gens qui ont tout relu, enfin voilà, ça a pris du temps, mais forcément, je peux tout à fait avoir oublié quelques aspects, malheureusement j'ai envie de dire, mais voilà, vous aurez l'update et vous aurez ça pour vous repérer, ce sera plus simple. Petit message, un peu normal, c'est au cas où, je dis bien, c'est pas officiel, c'est Yuri-sama qui l'a fait, comme ça les gens savent qui contacter s'ils tombent là-dessus, c'est juste fait pour vous aider, et vous pouvez bien sûr pas utiliser ce document en tournoi, c'est logique.
Donc, commençons avec les termes généraux, les abréviations et les acronymes. Donc nous avons l'OCG pour Official Card Game, donc le jeu de cartes officiel. C'est le format joué principalement au Japon, en Corée du Sud ou dans d'autres parties de l'Asie, notamment Hong Kong, Taïwan, Philippines, Malaisie, Singapour et Thaïlande. Ça se caractérise donc par les cartes qui sont jouables, donc qui y sont sorties, les produits en eux-mêmes qui y sortent, qui sont pas toujours les mêmes, et la banlist qui est unique à l'OCG. Le TCG, c'est donc le Trading Card Game, en français on dirait JCC, mais personne n'utilise vraiment ça, hein, et donc ça veut dire jeu de cartes à collectionner bien sûr. C'est donc le format de jeu en dehors de l'Asie, principalement en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Australie. Donc c'est comme l'OCG, hein, ça se caractérise par les cartes, les produits, la banlist. Et donc les cartes, certaines cartes ne sont sorties ou jouables qu'en OCG, d'autres qu'en TCG, ça dépend des produits qui sortent, hein. Des fois les produits ne sortent pas au même moment, des fois ils n'ont pas exactement la même composition, il y a des promos qui sont exclusives à certaines régions, enfin bref, c'est pour ça que ce sont deux formats spécifiques, qui ont deux banlists spécifiques. Je vais pas vous lire toutes les définitions comme ça, hein. Vraiment je vous dis tout ce qu'il y a, mais j'essaie d'aller un petit peu vite parce que sinon on n'est pas rendu, et je pense que déjà la vidéo sera extrêmement longue. Ensuite nous avons la banlist, donc la liste des cartes interdites et limitées. Bon voilà, hein, c'est la liste qui vous dit ce qui est à 0, ce qui est à 1, ce qui est à 2, et puis à chaque fois il y a indiqué ce qui est revenu à 3 à la dernière mise à jour. Donc les cartes là, bannies, limitées, semi-limitées, tout est disponible sur le site officiel bien évidemment, c'est utilisé pour les tournois officiels, et ça sert à réguler l'environnement compétitif, qui est donc le format avancé. Vous pouvez voir format avancé, format classique. Le format avancé, c'est le format de base, et le format classique, c'est juste un autre format où tout ce qui était banni passe à 1. Voilà, c'est juste là le changement, mais vous l'utiliserez pas vraiment souvent. Ensuite, nous avons un erratum. Alors, on dit souvent, c'est vrai que par abus de langage, on utilise souvent juste le pluriel, un errata, on dit même juste une errata, ou machin, c'est vrai que normalement on devrait dire erratum au singulier. Mais donc errata, c'est simplement, donc un erratum en l'occurrence, j'essaye de respecter un peu mon truc, donc un erratum, c'est une carte qui a changé de nom et ou de texte, suite à une mise à jour sur la base de données officielle, hein, qui fait loi, et donc ça sert à soit modifier le nom pour corriger une erreur de traduction, qui peut l'inclure ou l'exclure d'un archétype, du coup, dont elle était censée faire partie, ou ne pas faire partie, puisque les cartes sont normalement créées, quasi toutes créées d'abord en japonais, et donc après elles sont traduites, et il y a beaucoup de vieilles cartes notamment qui ont des noms qui ont été mal traduits, ou du moins traduits en se disant bon c'est pas très grave, et puis au final avec des cartes qui sont sorties plus tard, ça posait problème. Et évidemment, souvent, les erratas, ça peut être aussi pour changer un effet, pour le rendre moins puissant, et généralement, pour pouvoir sortir la carte de la banlist, tout simplement. Nous avons le PSCT, Problem Solving Card Text, donc c'est le système qui régit l'écriture des textes, hein. Ça a été introduit le 8 juillet 2011, il y a eu différentes mises à jour depuis, mais les bases sont restées les mêmes, et ça permet une compréhension plus simple du fonctionnement de chaque carte au terme d'une simple lecture. Donc c'est simplement la feuille de route de la rédaction d'une carte, et quand on connaît le PSCT, on connaît le sens des mots qui sont dedans, et forcément ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations en lisant simplement la carte. GY, simple abréviation donc de Graveyard, le cimetière, mais ça c'est pour les textes anglais, et c'est arrivé du coup en juillet 2017. Je vais ajouter vite fait le terrain, donc en fait quand on dit le terrain en français, c'est le terrain dans son intégralité, hein, donc c'est celui des 2 joueurs. Et en anglais c'est beaucoup plus explicite, donc quand vous avez un doute, allez voir le texte anglais, puisque ce sera vraiment dit Either Player's Field, donc le terrain de chaque joueur. Voilà, en anglais c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas vraiment de confusion possible. Je vais aussi vite fait ajouter minimum et maximum, parce que dans les textes vous verrez souvent min niveau 4, max niveau 4, et il y en a quelques-uns qui s'en mêlent les pinceaux, parce que finalement, quand je vous dis minimum niveau 4, peut-être que vous comprenez assez facilement que c'est niveau 4 ou plus, et du coup l'inverse pour maximum. Mais tout simplement, je pense que la confusion elle vient du fait que quand on dit minimum niveau 4, on a une idée de petit, alors que quand on change le truc, ça fait niveau 4 ou plus, donc on a une idée d'aller plus haut. Je pense que c'est simplement le cerveau qui nous trompe à ce qui en trompe certains, du moins, et qui peut les rendre un petit peu confus, mais voilà, vous avez la traduction ici.
Les Master Rules, donc les règles de maître, qu'on abrège souvent en MR, tout simplement, donc c'est le nom des règles en format normal, donc Master Duel, en OCG depuis 2018, donc depuis l'introduction des monstres synchro. C'est utilisé par la communauté dans le reste du monde, et même récemment un peu par Konami d'ailleurs, ça dépend, mais du coup c'est notamment pour désigner les changements réguliers quand il y a des mises à jour des règles, du coup il y a les Master Rule 1, les Master Rule 2, Master Rule 3, après il y a les Master Rule 4 qui sont les New Master Rule, et puis il y a eu encore les changements de cette année, enfin voilà, c'est juste, c'est des versions tout simplement, mais ça permet de définir certaines règles, notamment. Ensuite nous avons donc un juge. Alors qu'est-ce qu'un juge? C'est une personne agréée par Konami, très important ça. On parle souvent de juge, moi typiquement on disait que j'étais le juge au club Yu-Gi-Oh! Oui, j'agissais en tant que juge, mais je ne suis pas un juge officiel, pas, du moins pas au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est une personne qui assiste les joueurs lors d'un tournoi, et qui permet du coup de répondre à leurs questions sur les règles de jeu, donc qui sont les rulings, et les règles en tournoi, donc les policies, c'est la politique de Konami, et les rulings, donc ça s'écrit pas R-O-U, c'est pas, ça roule pas, ce sont des rules, les règles, c'est de l'anglais. Et il règle du coup les différends et les litiges entre joueurs. Donc on a différents types de juges, avec notamment le floor judge, qui est une personne qui passe son temps autour des tables des joueurs et qui surveille, donc c'est le joueur de le juge de bas niveau entre guillemets. Il s'occupe de garder la zone propre, voilà, et lui il peut donner des warnings, des avertissements. Le team leader, c'est celui qui est à la tête du groupe de floor judge, donc il les épaule, et lui pour le coup, il peut donner des game loss. Et on a ensuite le head judge, donc lui c'est le supérieur hiérarchique, c'est lui qui gère le tournoi, c'est celui qui s'occupe de l'organisation, et c'est notamment celui qu'on va appeler pour les appels, on va voir ce que sont les appels juste après, et lui sa décision elle est toujours finale, c'est-à-dire que s'il dit un truc, s'il vous donne un ruling, c'est comme ça et c'est tout. Vous pouvez pas le remettre en question, c'est lui qui décide. Et évidemment, quand il y a beaucoup de joueurs, il peut avoir des soutiens. Des gens qui seront aussi plus ou moins head judge, qui auront cette responsabilité. Nous avons ensuite donc faire appel. Donc faire appel, ça c'est un droit que je pense certains ne connaissent pas trop, c'est quand un juge vous donne prend une décision, un floor judge prend une décision, vous pouvez tout à fait faire appel et demander un second avis. Voilà. Et normalement on appelle le head judge, qui va du coup pouvoir donner sa situation finale, il va enquêter, il va discuter avec l'autre juge et tout, il va pouvoir prendre une décision. Ensuite, on a les différents niveaux qui sont donnés par Konami, donc le RC1, RC2, c'est des Rulings Comprehension, ce sont des tests de compréhension des règles. Donc le premier se passe en ligne, c'est pour les mécaniques de base, le deuxième, c'est des mécaniques plus avancées, c'est aussi pour évaluer votre connaissance du PSCT. Et évidemment, si vous avez le RC2, généralement, vous pouvez être plus souvent appelé, vous pouvez être head judge, des choses comme ça. Et donc ça, pour le coup, ça se passe pas en ligne, ça se passe pendant des gros events. Le PC1 c'est aussi requis pour être un juge, donc c'est Policy Comprehension, ça c'est pour la politique, donc les règles, les comportements avant en tournoi, voilà, les comportements des joueurs, les pénalités, choses comme ça. Donc ça se passe en ligne. Le DC1, on en parle très peu, voilà, c'est juste pour avoir l'agrégation Konami de pouvoir faire des démonstrations de jeu, ça aussi ça se passe en ligne, on en parle très peu. Ensuite, on a différents types d'événements, donc les événements premières, donc qui ont remplacé les sneak peeks, donc ce sont des événements en boutique, qui sont faits à l'occasion de la sortie d'une nouvelle extension. Un local, c'est un tournoi classique, en boutique, donc relativement de faible niveau en général, puisque les gens prennent il y a peu d'enjeux, donc ils prennent un peu n'importe quoi. Les régionaux, c'est plus large, c'est plus compétitif. Et puis la récompense au top 8 ou 16, ça peut être du coup une invitation, un WCQ, ça peut peut-être être d'ailleurs plus de top, ça va dépendre du nombre de joueurs bien évidemment. Le WCQ, on va en reparler justement, ce sont les nationaux. Le YCS, donc le YCS, c'est le Yu-Gi-Oh! Championship Series, donc ça ce sont les gros events, vraiment, il y a souvent des milliers de joueurs, arriver dans le top 32 c'est vraiment un gros accomplissement, les decklists qui sortent des tops de ces événements-là sont considérés comme étant très importantes, notamment les résultats, les tops pour définir l'état du jeu actuel, c'est très important comme événement, c'est toujours très regardé, et ça peut aussi être récompensé d'une invitation à WCQ. Alors justement, le WCQ, c'est un World Championship Qualifier, donc ça, ce sont en fait les nationaux,
les nationaux et les continentaux, d'ailleurs. Je crois que ce sont aussi des WCQ, ce serait logique. Donc ce sont des tournois qui nécessitent une invitation, mais pas dans tous les pays, parce que, genre, chez nous, par exemple, en France, le WCQ national, il est ouvert à tout le monde, en général. Il n'y a pas de qualification, c'est un gros régional, quoi. Mais je crois qu'aux États-Unis, par exemple, il faut vraiment une invitation pour aller au national. Non, attendez, je me suis gouré, je crois qu'il nous manque un... Ah bah non, c'est tout. Ensuite, grand 2, les termes désignant différents types de duels. Donc là, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Le Master Duel, c'est le format normal, tout simplement. Tag Duel, bah, ça oppose deux équipes de 2 joueurs qui partagent 8000 ou 16000, qui s'affrontent donc soit avec un terrain partagé, soit chacun son terrain, il y a différentes façons de le faire. Les 3v3 bah, sont des tournois en fait, où on a 2 équipes de 3 qui s'affrontent, des joueurs A, B, C dans chaque équipe, et en fait, chaque joueur A s'affronte, les joueurs B s'affrontent, les joueurs C s'affrontent, et ceux qui gagnent du coup 2 matchs sur 3, et ben, c'est cette équipe-là qui va gagner le round. Battle Royale, type de duel où 3 joueurs ou plus s'affrontent, et où il n'y a pas d'équipe prédéfinie, donc ça a pris des formes diverses et variées selon les animés. Le Speed Duel, donc c'est le format plus orienté sur les débutants, c'est né avec le duel terminal au Japon, mais ça s'est surtout popularisé évidemment par Duel Links, puis par Yu-Gi-Oh! Vrains, et ça a été adapté en version physique en TCG en janvier 2019. Le Rush Duel, donc ça c'est le nouveau format de 2020, pour l'instant disponible qu'en OCG, voire même qu'au Japon, mais j'ai peut-être sorti ailleurs d'ailleurs, je sais plus. Mais c'est un format du coup qui utilise des nouvelles règles, qui est inspiré bien évidemment du jeu de base, hein, mais aussi un petit peu du Speed Duel, il y a un peu des deux, et du coup ça a été introduit début avril, pour Yu-Gi-Oh! Sevens, qui a été la série qui a été diffusée, qui est toujours diffusée d'ailleurs à l'heure actuelle, en même temps, qui promeut justement le Rush Duel. Ensuite, nous avons les Riding Duel ou Turbo Duel chez nous, donc ça ce sont les duels qui sont présents dans l'anime 5Ds, Arc 5, et le jeu se joue sur une D-Wheel, donc un duel runner chez nous, et ça tourne autour des Spell Speed ou magie de célérité. Alors je te dis ça c'est pas trop dans Arc 5, hein, c'est plus dans 5Ds. Et du coup de la magie de terrain, Speed World ou monde de vitesse. Ça n'existe pas en format physique. L'Action Duel, donc ça c'est le format Dark 5, où en fait les joueurs jouent sur une magie de terrain qui est générée par la technologie de Real Solid Vision, donc c'est des hologrammes qui ont de la matière, et du coup dedans il y a des actions magiques ou des magies actions, et que les joueurs peuvent ramasser, voilà, format Dark 5, exclusif là aussi à l'animé bien évidemment. Et enfin, on a un match, donc c'est un match, c'est juste un ensemble de duels, où les joueurs s'affrontent, jusqu'à ce que l'un des deux ait gagné au moins 2 duels, enfin 2 d'ailleurs, juste 2, parce que c'est ce qu'on appelle des best of 3, donc des BO3, et du coup les joueurs se livrent 2 ou 3 duels, puisque forcément s'il y en a un qui gagne les 2 premiers, pas besoin de faire le 3ème, mais s'il y a un partout, il y a besoin d'un 3ème duel. Ensuite, grand 3, les termes relatifs à des mécaniques de jeu. Nous avons le game state, donc l'état du jeu, il peut être soit ouvert, soit fermé. Le game state il est dit ouvert en fait lorsqu'aucun joueur n'a raise d'action et que le joueur du tour il a la priorité de faire à peu près tout n'importe quoi, selon la phase dans laquelle on est bien sûr, et il est fermé quand quelqu'un fait une action ou quand on vient de finir par exemple une chaîne et qu'on regarde si les joueurs veulent répondre à la chaîne qui vient de se terminer. Donc on n'est pas encore revenu dans l'état ouvert de liberté, ça je vous laisse lire la charte du Fast Effect Timing et surtout voir mon tuto sur les chaînes. Donc justement, la charte du Fast Effect Timing, donc c'est le schéma qui explique la priorité d'action des joueurs pendant chaque phase ou step. Public Knowledge et Private Knowledge, alors ça c'est vachement intéressant. Donc ce sont en gros les cartes, les données publiques et les données privées. Donc, pour ce qui est public, le nombre de cartes dans la main d'un joueur, le nombre de cartes dans ses decks, main deck et extra deck, le nombre de cartes sur le terrain, dans les cimetières, mais également simplement les cartes sur le terrain ou dans les cimetières de manière générale, les cartes face recto, bien évidemment, les cartes bannies face recto, les LP restants de chaque joueur, voilà, on a aussi du coup le nombre de cartes bannies face verso, j'en reparle un peu plus tard. Tout ça c'est public, c'est-à-dire qu'à tout moment vous pouvez demander à votre adversaire combien de cartes il te reste dans ton deck. Et vous pouvez bien évidemment consulter les cartes dans son cimetière, les cartes sur le terrain, etc. Donc si on vous demande, bien sûr, vous êtes obligé de donner ces données-là, sans mentir, bien sûr. Et du coup, pour le Private Knowledge, ce sont des données privées, donc toutes les cartes qui sont évidemment dans les decks de votre adversaire, vous pouvez pas aller regarder le deck de votre adversaire, c'est logique, les cartes dans sa main, les cartes bannies face verso, puis les cartes posées, bien sûr.
vous n'avez pas le droit de les consulter tant qu'un effet ne le permet pas, et même si vous savez ce qu'elles sont d'ailleurs, ça reste des données privées, c'est-à-dire que si vous savez que là, le monstre posé c'est, je sais pas moi, c'est Magicien Sombre, ça reste une donnée privée du point de vue du jeu, même si vous savez ce que c'est, pour le jeu, vous, en tant que joueur, vous ne savez pas ce que c'est. Hein, donc qu'on soit bien clair, il n'y a pas de données qui sont des fois privées, des fois publiques, non, c'est juste, ça ne change pas, ça pour le coup ça ne change pas. Donc voilà, comme je dis, hein, si vous en avez connaissance plus tôt dans la partie, ça ne compte pas. Ensuite, nous avons une chaîne. Une chaîne, c'est le moyen d'agencer la résolution de plusieurs effets de cartes. Hein. Il y a beaucoup de débutants qui ont du mal avec ça, alors que c'est quand même une mécanique de base. Hein. Vraiment, il faut absolument que vous maîtrisiez ça. Donc c'est utilisé dès qu'un effet, dès que les effets d'une carte ou plus sont activés en même temps, et donc, ou alors lorsqu'un joueur veut utiliser un effet après qu'une carte ait été jouée, mais avant que cette carte n'ait eu d'impact sur le jeu. Donc ça veut dire, j'active Pot de Cupidité, avant que donc j'active simplement la carte, mais avant de résoudre son effet, mon adversaire dit « Ah, je veux chaining 2, un truc, peu importe. » Donc c'est ça, c'est l'idée d'activer une carte en réponse à l'activation, mais avant la résolution. Logique. Bon là, vraiment, je suis un peu en roue libre. La définition est plus claire si vous la lisez à froid. Je vais peut-être éviter de trop faire ça. Encore une fois, j'ai une vidéo sur les chaînes qui a un vrai script, donc qui explique beaucoup mieux ce que je suis en train de vous dire. Et donc voilà, le chain link, bon, un des maillons d'une chaîne, créé par l'activation d'une carte ou d'un effet, et il est associé à l'effet qui a été activé pour créer le chain link, hein, bien sûr. Et l'effet en question se résoudra lorsqu'on résoudra le chain link. Nous avons le CJOC, Simultaneous Effects Go on Chain. Donc ça, c'est le système d'activation des effets déclencheurs en TCG. Hein. Donc avec l'ordre que vous avez, on en a déjà parlé là aussi. S'il y a 2 effets ou plus dans une de ces étapes, sauf l'étape 5, eh bien vous allez empiler tous vos effets qui sont dans cette catégorie précise, dans l'ordre que vous voulez, et ensuite on passera à la catégorie suivante. Spell Speed, donc ça va être pour qualifier la vitesse d'une carte. Certains disent vitesse, mais c'est vrai que Spell Speed, ça reste le terme officiel, même en français. Et donc ça désigne la vitesse d'une carte ou d'un effet. Donc il y a Spell Speed 1, 2, 3, et une Spell Speed, ça détermine quand vous pouvez activer la carte ou l'effet, et en réponse à quoi, et ce qu'on peut répondre à votre carte ou effet. La condition, une condition, de manière générale, c'est un texte qui est différent d'un effet ou d'un coup, et qui donc est impossible à annuler. Il sera tout le temps appliqué. Il en existe beaucoup de variantes, que ce soit les conditions d'activation, les conditions d'invocation, les limitations sur l'utilisation comme matériel, sur les noms, etc. Malheureusement, une condition n'est pas toujours facile à identifier en TCG. Certaines sont entre parenthèses, mais pas toutes. Allez savoir pourquoi. Là aussi, on en a parlé dans ma vidéo sur comment lire une carte. Donc le coût, cost en anglais. J'ai mis quelques termes anglais quand voilà, des fois j'avais vu des gens qui savaient pas trop ce que c'était, donc j'ai rajouté quelques versions anglaises. Ça sera notamment utile pour certains termes en particulier pour montrer une différence. Par rapport à des traductions en français qui se ressemblent plus en français que les mots se ressemblent en anglais notamment. Donc un coût, c'est une action requise par un joueur pour activer une carte, un effet ou invoquer un monstre. Hein. Donc sacrifier pour invoquer par sacrifice, c'est un exemple de coût. Voilà. D'autres coups habituels, ça va être défausser une carte, payer des LP, bannir des cartes. Mais par contre, attention, hein, ça veut pas dire que défausser c'est toujours un coup d'activation. Ça veut juste dire que souvent, les coups d'activation comprendront des actions du type défausser, payer des LP, etc. Mais on peut payer des LP avec un effet, on peut défausser avec un effet, on peut bannir avec un effet. Attention, hein, prenez pas la chose dans le mauvais ordre. Hein, Et puis bien sûr, vous devez payer les coûts d'activation avant de confirmer l'activation d'une carte. Hein. Ça fait partie du prérequis pour que l'activation soit légale. Et bien évidemment, un coût ne peut pas être remboursé, donc si on annule l'activation de votre carte ou de votre effet, vous ne remboursez pas le coût, hein. C'est une sorte de risque, hein, finalement, vous prenez un coup. Ensuite, l'effet. L'effet, c'est la capacité particulière inscrite sur une carte, hein. C'est l'effet d'une magie, l'effet d'un piège ou l'effet d'un monstre à effet. Les coûts nécessaires à l'activation d'une capacité ne font pas partie de l'effet, comme on a dit. Les conditions qui indiquent comment jouer un monstre à invocation spéciale ne sont pas non plus un effet. Donc les monstres à invocation spéciale, c'est la catégorie des monstres à effet qui ont une condition d'invocation précise, hein, implicite ou explicite,
qui les empêchent d'être invoqués ou posés normalement. Ça déjà c'est très important. Ce sont des monstres qu'on ne peut pas invoquer ou poser normalement. C'est ça des monstres à invocation spéciale. Ce sont des monstres qu'on ne peut qu'invoquer spécialement, ou invoquer par flip éventuellement, mais voilà, c'est tout. Et ils ont souvent une condition d'invocation qui explique de quelle manière on doit les invoquer. C'est pas forcément toujours le cas, hein. Les monstres synchro par exemple, ils ont pas toujours une condition qui vous dit ne peut être invoqué que comme ça, mais par définition, par exemple, un monstre synchro, c'est un monstre qu'on peut pas invoquer normalement, qu'on peut pas poser normalement. Donc c'est un monstre à invocation spéciale. Ça on en avait parlé dans le tuto sur les nomi et semi-nomi, justement ce sont des termes de jargon qu'on verra la prochaine fois. Ensuite, on a une aptitude. Alors, une aptitude, c'est une classification de monstres à effet qui est listée sur la même ligne que le type. Et en fait, ça regroupe exactement Toon, Spirit, Union, Gémeaux et Flip. Voilà. Pas synthoniseur, pas pendule, juste cela. Contrôler. Alors ça, c'est très important. Parce que, mine de rien, il y en a qui ont un peu de mal avec ça. Une carte que vous contrôlez, c'est une carte sur votre terrain. Hein. Recto, verso, peu importe. C'est une carte qui est sur votre terrain, et pas ailleurs. Hein, donc c'est vous qui pouvez prendre des décisions, hein, vous pouvez attaquer, vous pouvez activer la carte, vous pouvez activer un effet, vous pouvez changer la position de combat d'un monstre, etc. Et évidemment, vous pouvez prendre le contrôle d'une carte par un effet. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir sur votre terrain une carte, du coup, que vous contrôlez, puisqu'elle est sur votre terrain, mais dont vous n'êtes pas le propriétaire, puisque vous l'avez volée à l'adversaire. Et justement, on va voir ces termes-là juste après, puisque posséder, donc ça c'est vraiment possess. Donc ça, facile, posséder, c'est un joueur possède une carte qui est sur son terrain, dans sa main, dans son cimetière, dans ses decks, qui est dans ses cartes bannies, ou une carte qui est en train d'être invoquée sur son terrain, ou alors les matériels Xyz, les monstres Xyz qu'il contrôle. Donc vous voyez que c'est extrêmement large, hein. Une carte qu'on possède, c'est vraiment une carte qui est de notre côté, basiquement. Mais du coup, voilà, une carte en votre possession, ça n'est pas nécessairement une carte dont vous êtes le propriétaire, là aussi. Hein, si vous avez pris le contrôle d'un monstre adverse, vous le possédez, puisqu'il est sur votre terrain, mais vous n'êtes pas le propriétaire. Et avec échange, vous pouvez avoir en main une carte qui appartient à la base à votre adversaire. Et justement, le terme de propriétaire, c'est celui qui avait en fait la carte au début du duel. Donc voilà, le propriétaire d'origine, je sais plus si c'est dit sur certaines cartes d'origine, mais en tout cas propriétaire, oui. Donc ça c'est owner en anglais. Et donc ça c'est voilà, simplement le joueur qui avait la carte à la base, hein, à qui appartient finalement le bout de carte physique, et pas juste là qu'il a dans le duel. Donc bien évidemment, ça peut être assez important avec certaines cartes. Faut pas vous planter sur les différents termes. Ensuite nous avons donc le replay. Alors replay, c'est après avoir annoncé votre monstre attaquant et le monstre que vous ciblez pour l'attaque, eh bien la cible de l'attaque, elle peut très bien être retirée du terrain, ou alors un nouveau monstre qui peut être joué sur le terrain de l'adversaire. Et tout ça avant la damage step, très important. Et de manière générale, un changement du nombre ou de la nature des cibles d'attaque, ça provoque un replay. Alors pourquoi je dis nombre ou nature? Nombre, bon, c'est assez simple, hein, il y a 3 monstres sur le terrain adverse, vous attaquez, mais on est toujours en battle step, et à n'importe quel moment, il y a un monstre qui disparaît, ou un monstre qui réapparaît. Voilà, donc il y en a 2, il y en a 3, ou même il y a un monstre qui quitte le terrain, puis qui revient. Du coup c'est un nouveau monstre, malgré tout, même si le nombre est resté le même, mais le monstre a changé de nature, voilà, c'est plus le même monstre. Donc là, il y aura replay. Mais également, la nature, ça peut tout simplement être, vous attaquez votre adversaire directement, il invoque un monstre, en réponse. Il y a toujours une seule cible valable, sauf qu'avant c'était l'adversaire, et après c'est un monstre. Donc c'est plus la même cible, donc là aussi il y a replay. Et dans ce cas-là, en fait, quand on revient, on finit les chaînes et tout, on revient à un game state ouvert, et quand on revient là, s'il y a eu un moment ou un autre de quoi provoquer un replay, il y aura obligatoirement un replay, et là vous pourrez choisir soit d'arrêter votre attaque, votre monstre a quand même déclaré une attaque, hein, donc vous pouvez pas juste attaquer avec autre chose, puis réattaquer avec ce monstre-là, à moins qu'il puisse attaquer 2 fois, hein, bien sûr, et vous pouvez, bien évidemment, choisir une nouvelle cible d'attaque, donc ça peut être choisir d'attaquer le même monstre, ça peut être un autre monstre. Si vous avez gagné ou perdu la capacité d'attaquer directement, forcément, votre adversaire, c'est devenu une nouvelle cible, ou ça n'est plus une cible, donc pareil, il y a replay, c'est ce genre de cas-là. Donc ensuite on a le terme A combattu, donc un monstre qui a combattu, en fait c'est un monstre qui est arrivé jusqu'à la réalisation du calcul des dommages, donc il y a eu un véritable combat, on a comparé les stats, on a dit ok, là il y a tel dommage, il y a tel monstre qui perd, etc. Ça c'est important. Alors, si un monstre n'est pas arrivé là, on ne considérera pas qu'il a combattu.
au passé donc. Ensuite on va voir les différents types de dommages, parce que là il y a quand même pas mal de gens aussi qui ont un petit peu de mal. Donc les dommages de combat, ce sont des dommages qui résultent d'un combat. Mais ça peut être aussi bien un combat entre deux monstres qu'une attaque directe. Ça reste un combat, hein. Donc les dommages infligés par une attaque directe, ce sont également des dommages de combat. Voilà. Et c'est différent évidemment des dommages d'effet. Mais d'abord nous allons voir les dommages perçants. Tout simplement, dommages perçants, c'est les dommages qu'un monstre inflige via un effet qui lui permet, hein, bien sûr, et qu'il inflige s'il attaque un monstre en position de défense. Et on compare du coup son attaque avec la défense du monstre attaqué. Ça c'est un concept généralement vous connaissez bien, hein, c'est un terme qui est là depuis assez longtemps, mais qui est très pratique. Un dommage perçant, voilà, ça perce la défense, littéralement. Et du coup les dommages d'effet, ce sont des dommages qui sont infligés par un effet de carte directement au LP d'un joueur. Donc ça va être différent des dommages de combat. Hein. De toute façon, il n'y a que dans les dommages, il n'y a que dommages de combat, dommages d'effet. Donc c'est soit via un combat, soit via un effet. Il n'y a pas les dommages, voilà, dommages d'attaque directe, c'est des dommages de combat. Par contre, payer des LP, ça il faut voir la différence. Payer des LP, c'est perdre une certaine quantité de LP, mais via le terme payer. Donc c'est-à-dire que si un effet vous dit de perdre des LP, vous n'avez pas payé des LP. Si vous recevez des dommages d'effet, vous n'avez pas payé des LP. Et surtout, quand vous payez des LP, vous ne recevez pas des dommages. Ça c'est très important. Hein, sinon on vous dirait vous recevez tant de dommages. Non, si vous payez, c'est l'action de payer. C'est une mécanique de jeu qui est différente des dommages. Et ensuite, attaque-défense. Donc on va parler d'attaque-défense d'origine et attaque-défense actuelle. Alors l'attaque-défense d'origine, c'est l'attaque-défense qui est sur votre carte, qui est imprimée physiquement sur la carte monstre. Donc ça comprend pas l'éventuelle augmentation à cause d'une carte mage d'équipement ou un autre effet, peu importe. Cependant, on a certaines cartes qui sont capables de changer leur attaque d'origine. Ça arrive, mais à ce moment-là, la carte elle dira attaque d'origine, donc ce sera écrit très explicitement. Un monstre qui a... alors on va faire ça. Un monstre qui a une attaque-défense indéfinie, point d'interrogation, n'est pas considérée comme ayant une valeur d'origine de 0. Et d'ailleurs, elle n'aura pas 0 du tout, tant qu'elle sera pas sur le terrain. On va en parler juste après. Et bien évidemment, c'est comme en maths. Point d'interrogation, ça n'est pas comparable avec une valeur chiffrée. Donc si vous devez aller chercher un monstre dans votre deck qui a 0 d'attaque, vous pouvez pas prendre un monstre qui a point d'interrogation attaque. Et du coup, dans le cas d'un jeton, ça va être un peu plus intéressant, parce que dans le cas d'un jeton, si vous regardez par exemple Nibiru, il va invoquer un jeton, et à chaque fois qu'une carte invoque un jeton, il y a entre parenthèses toutes ses stats. Son type, son attribut, et son niveau, et son attaque-défense. Ça, c'est l'attaque-défense d'origine. Si ensuite, comme Nibiru par exemple, il dit son attaque sera égale à temps, ce sera son attaque actuelle. Voilà, c'est encore une fois, si on redéfinit l'attaque d'origine, on dit attaque d'origine. Car si on dit juste attaque, ce sera l'attaque-défense actuelle, donc celle qui est sur le terrain. Donc c'est un calcul en fait entre l'attaque d'origine, la base qu'on a, et puis d'éventuelles augmentations ou diminutions à cause d'autres effets. Et c'est une carte c'est une carte par d'attaque-défense tout court, c'est l'attaque-défense actuelle, donc sur le terrain. Ou alors, évidemment, l'attaque qu'elle aura en main, quoi. C'est-à-dire que normalement, c'est sur le terrain. Si on dit juste attaque-défense, au pire, ça sera ce qu'elle a, en fait, à l'endroit où elle est. Peut-être plus précisément. Je me souviens plus si certaines cartes qui disent en main précisent bien, mais je crois que je ne me semble même pas. Mais c'est vrai qu'on parle de l'attaque tout court, quoi. Si vraiment, si on veut dire attaque d'origine, je vais pas vous rebassiner avec ça, je pense que vous avez compris. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'un monstre qui a point d'interrogation attaque-défense, et qui n'a rien qui va lui ajouter de l'attaque. Et du coup, sur le terrain, il aura toujours point d'interrogation attaque d'origine, mais il aura 0 d'attaque actuelle. Parce que sur le terrain, pour le coup, autant aux autres endroits, on dit bon tant pis, on peut pas comparer avec une valeur chiffrée. Mais sur le terrain, il y a le combat qui est possible. Donc c'est logique que des monstres comme ça prennent une valeur par défaut, qui est une valeur chiffrée. Puisqu'il faut bien comparer, quoi. Sinon on pourrait pas combattre, ça pourrait arriver, on peut pas les attaquer parce qu'on peut pas comparer. Sauf que, non, c'est pas le cas. Le jeu a décidé de simplifier ça, on dit non, sur le terrain, s'il y en a vraiment rien, et on dit qu'il a 0. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a le terme carte d'équipement. Donc, c'est assez long. Donc voilà, les cartes d'équipement, évidemment, ça peut être les cartes mages d'équipement, mais ça peut aussi être les cartes pièges qui s'équipent, ou les monstres équipés.
Donc voilà, terme carte d'équipement, ça sont ces 3 termes. C'est tout ce qui est équipé en fait, c'est une carte qui est équipée à quelque chose. C'est très large. Alors, petit truc que j'ai repris du rulebook, si une carte monstre est équipée à un autre monstre, elle reste équipée à ce monstre et on peut pas la déplacer vers une autre cible, même par des effets qui devraient normalement pouvoir le faire, et l'exception de ça, ce sont les monstres unions qui sont équipés par leur propre effet. Quand j'ai lu ça, j'ai pas trop compris. En fait, j'ai pas vraiment compris l'intérêt de préciser ça, dans quel cas c'était important. J'ai fait des petites recherches, on en parlera très rapidement sur la chaîne. Donc les pièges équipés, par contre, ça reste des cartes pièges, hein. Sur des cartes d'équipement et des cartes pièges. Les mages d'équipement, pareil, hein, sur des cartes magie d'équipement, mais des cartes d'équipement tout court. Mais un monstre équipé, vu qu'il est en zone magie piège, ça peut pas être un monstre. Donc il va être considéré par défaut comme une carte magie d'équipement. Hein. N'importe quel monstre équipé, c'est ça. C'est très important à savoir, ça, pour le coup. Du coup, ils n'ont pas leurs effets de monstre, bien sûr, ils ont que leurs effets qui sont faits pour être appliqués quand ils sont équipés, ou alors ils peuvent avoir un effet qui leur est donné par la carte qui les équipe. Ça peut aussi arriver. Évidemment, un monstre équipé, c'est un monstre qui est équipé d'une carte d'équipement, hein, tout bêtement, ça je pense que c'est assez explicite. Et évidemment, quand il quitte le terrain, qu'il est retourné face verso, ou que c'est plus une cible valide, la carte qu'il équipait, elle perd sa cible, et du coup, elle est détruite automatiquement par les mécaniques de jeu. Nous avons ensuite le terme jeton, parce que vous savez à peu près ce que c'est un jeton, hein, c'est juste un jeton est un monstre normal, ça c'est très important. Sinon, ils sont pas inclus dans un deck, ils peuvent pas être physiquement autre part que sur le terrain, ils peuvent pas être face verso, ils peuvent pas être bannis face verso, mais par contre on peut les renvoyer la main dans le deck, on peut les utiliser comme matériel, sauf Matalexis, et à ce moment-là ils vont juste disparaître. Hein, il n'y a que matériel X6, on peut vraiment rien faire, on peut pas du tout X6 avec un jeton, mais c'est tout. Voilà, vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi hein, comme jeton, du moment que c'est assez clair que c'est un jeton. Je vous laisse lire hein, les policies pour le coup, mais un truc important, ça va être évidemment d'avoir un objet dont on peut déterminer une position d'attaque ou de défense. C'est assez logique. Ensuite, nous avons le compteur. Le compteur, voilà, c'est une unité en fait hein, qu'on place sur une carte. On peut pas placer des compteurs comme ça, faut qu'un effet nous le permette. Et puis, évidemment, il y a des effets qui peuvent changer, les compteurs peuvent avoir différents noms. Ça, je pense que c'est assez facile. 4. Les termes relatifs à des actions. Donc, activer. Activer, ça va être créer un chain link. Et la seule exception, c'est si une carte comme Métavers, par exemple, vous dit activer directement depuis le deck. Là, c'est un peu différent parce que c'est une carte qui, pendant sa résolution, va vous faire activer une carte. Là, le terme activer, il est plus là au cas où il y a des effets qui vous empêchent d'activer. Ce serait pas la même chose que de placer une carte, par exemple, parce que placer une carte sur le terrain, ça veut dire ce que ça veut dire, que ça veut juste être la déposer sur le terrain. Mais activer, c'est plus là au cas où il y a quelque chose qui vous empêche d'activer, mais c'est évidemment le seul cas où ça va pas créer un nouveau chaining, parce que vous êtes en train de résoudre un effet. Donc vous pouvez pas créer un chaining pendant que vous résolvez un effet, ça n'a pas de sens. Mais sinon, voilà, activer, c'est la création du chaining. Parce que justement, il y a beaucoup qui ont du mal avec le terme résoudre, hein, qui veut dire juste appliquer un effet lors de la résolution du chain link. Donc, dans une chaîne, vous activez, puis vous résolvez. Mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent « est-ce que l'effet s'active quand même ?» alors qu'ils veulent dire « est-ce que l'effet se résout quand même ?» Et ça, c'est vachement important. L'activation, c'est juste « hop, j'active mon effet, j'active ma carte, ça crée le chain link. » Quand ça va appliquer l'effet, on appelle ça la résolution. C'est hyper important. C'est pas du tout du pinaillage, c'est hyper important. Et entre deux, j'ai casé le terme utilisé, hein, donc bon, il peut y avoir différentes définitions, on pourra aussi en parler dans quelques semaines sur la chaîne, mais utiliser une carte ou un effet, donc il crée un chain link ou pas. Donc c'est juste appliquer un effet. En l'occurrence, je suis vraiment juste resté sur le terme utiliser une carte ou un effet. Donc c'est même si vous avez activé une carte ou un effet et que cette activation a été annulée, vous êtes quand même considéré comme ayant déjà utilisé l'effet une fois. Parce que vous avez tenté de l'utiliser en fait, plus précisément. Le jeu il garde de cette façon en mémoire les choses qui ont quand même été faites par le passé dans la partie. Ensuite j'ai quand même mis ça. Ça c'est un petit truc dont j'avais assez peu parlé sur la chaîne, j'en ai déjà parlé mais assez peu. C'est la différence entre activer un des effets suivants et appliquer un des effets suivants. Quand vous devez activer un des effets suivants, vous activez et vous dites tout de suite j'active tel effet. Donc vous créez un chain link avec tel effet. Alors quand c'est appliquer un effet suivant, c'est vous activez l'effet, en général, et quand vous résoudrez, vous choisirez quoi faire. C'est très
important aussi, il y a beaucoup de cartes qui vous disent activer un des effets suivants, assez peu qui disent appliquer, mais ça existe et il faut quand même faire attention. Combattre. Donc combattre, ça va être l'interaction entre deux monstres, hein, logique. Voilà, donc c'est entre la déclaration de l'attaque et la fin de la damage thème. Surtout ça que je voulais mettre, hein, donc pendant toute cette période, les monstres ils sont combattants. Ensuite on a poser, donc set en anglais, c'est jouer une carte face verso. Donc tout ce qui est pose, c'est jouer une carte face verso. Donc pour une carte monstre, c'est la jouer en position de défense face verso, et évidemment pour magie piège, ça va être la mettre face verso dans votre zone magie et piège. Et toute carte qui est face verso sur le terrain est une carte posée. Évidemment une carte qui est bannie face verso, c'est pas une carte qui est bannie posée. Hein, bien sûr, posée c'est juste sur le terrain. Ensuite on a le terme de choisir au hasard, donc ça c'est... L'idée c'est que quand quelque chose vous dit de choisir au hasard, il n'y a pas de façon prédéterminée de le faire, c'est aux deux joueurs de s'arranger, de trouver un moyen qui les arrange pour faire la chose au hasard, pour s'assurer que le hasard soit respecté. Ensuite, la différence entre piocher et ajouter depuis le deck à la main. Alors en fait, piocher, quelque part c'est juste ajouter la carte du dessus de votre deck à votre main. Logique. Alors que ajouter depuis le deck à la main, c'est un terme plus global. C'est-à-dire que c'est une carte qu'on prend dans le deck et qu'on met dans la main. Donc ça peut être, évidemment très souvent, la différence, hein, ça va être de choisir la carte dans le deck et de l'ajouter à la main. Mais quelque part, la pioche, et c'est quand même assez important, la pioche, c'est un ajout de cartes depuis le deck à la main. C'est pour ça que toutes les cartes qui disent les joueurs ne peuvent pas ajouter de cartes depuis le deck à la main, sauf en les piochant. Si la pioche, c'était pas un ajout depuis le deck à la main, il n'y aurait pas besoin de dire sauf en les piochant. Donc voilà, faut aussi toujours se poser ce genre de questions. Ajouter depuis le deck à la main, c'est plus grand, piocher, c'est juste un cas particulier. Alors ensuite, affecter une carte de manière générale, ça va être réaliser une action qui touche directement à la carte, donc qui va en modifier des aspects, qui va limiter ses actions, ou qui va la contrer, donc annuler un effet, annuler une attaque, etc. On parle quasiment exclusivement d'affecter une carte, hein, par rapport aux cartes qui sont non affectées, hein, bien sûr, donc il est toujours possible normalement de tenter de les affecter, même si voilà, c'est voué à l'échec, logique. Mais ça n'empêche pas de les cibler, ça c'est important. Cibler, ça n'est pas affecter une carte. Hein, parce que cibler, c'est juste désigner, tout simplement, une carte au moment d'une activation d'une carte ou d'un effet. Donc c'est dans le but soit de l'affecter, soit simplement de se référer à elle quand on va résoudre l'effet. Et très important, quand une carte cible, avec le PSCT, c'est toujours marqué ciblé. Avant, ça pouvait ne pas le dire, c'est un peu chiant, mais pour le coup, maintenant c'est bon, il n'y a pas de problème, une carte elle va dire ciblé. Si elle dit pas ciblé, c'est qu'elle ne cible pas. Et aussi le ciblage, c'est une action qui se fait à l'activation, donc c'est un prérequis à l'activation, mais ça n'est pas un coup d'activation. C'est une partie de l'effet, mais qu'on fait à l'activation et non pas à la résolution. Et du coup, voilà la grosse différence que j'ai mis un petit peu en haut, c'est qu'il faut bien faire aussi attention, avec juste pour affecter, il faut bien faire attention aux cartes qui touchent les joueurs, et pas les monstres. Si ça dit les monstres ne peuvent pas, un monstre pas affecté sera pas affecté. Si le joueur peut pas, les monstres non affectés, on s'en fout, ils pourront pas. Parce que c'est le joueur qui peut pas. Ensuite on a sacrifier, donc tribute en anglais. Sacrifier, c'est l'action d'envoyer un monstre que vous contrôlez au cimetière. Ça c'est la définition du rulebook, si je me gourre pas, mais c'est vrai que ça peut être un peu plus, vous pouvez sacrifier depuis la main, ça existe avec notamment les rituels. Et vous pouvez surtout sacrifier un monstre face recto ou face verso, sauf indication contraire. Donc c'est-à-dire que même si sacrifice il demande des critères spécifiques, un niveau, un nom, un type, un attribut, vous pouvez sacrifier un monstre face verso, c'est juste comme ça, c'est parce que le rulebook dit qu'on peut. Il n'y a pas vraiment d'explication au-delà de ça. Par contre, chose importante, un monstre envoyé au cimetière en tant que sacrifice, il n'est pas considéré comme étant détruit. Parce que détruire, c'est une carte est détruite lorsqu'elle est envoyée au cimetière à l'issue d'un combat, ou par un effet qui dit qu'on détruit une carte. Ou aussi, effectivement, par une mécanique de jeu. Mais ça marche également si la carte elle est bannie à la place. Voilà, si vous êtes obligé de bannir les cartes qui vont au cimetière, et ben, une carte elle sera toujours considérée comme étant détruite. Ça pose absolument aucun problème. Ça marche, donc évidemment ça je l'ai dit. L'important, c'est vraiment le terme détruire. Le combat ou les mécaniques de jeu, ça c'est défini de base si ça détruit. Mais là, par contre, une carte, un effet qui détruit dira détruire. Point. Et donc, alors je dis, voilà, d'autres termes évidemment, quand c'est pas marqué détruire, c'est pas détruit de toute façon. Bannir. Donc bannir,
Donc c'est bien qu'une carte qui soit utilisée soit généralement envoyée au cimetière, une carte bannie est à la place mise à l'écart du terrain. Donc à la fin du duel, évidemment, vous devez remettre les cartes bannies dans votre deck, c'est logique. Mais une carte bannie, c'est par définition bannir face recto. Si une carte dit juste bannir, vous bannissez face recto. Et donc c'est une donnée publique, hein. Non seulement le nombre de cartes bannies face recto que vous avez, mais les cartes qui sont bannies face recto. Par contre, si une carte dit de bannir face verso, bah, vous la mettez face verso, et à ce moment-là, cette carte, elle perd quasiment toutes ses propriétés. C'est-à-dire que déjà, l'adversaire ne peut pas la consulter, mais en plus, c'est une carte qui n'a rien de spécial. C'est juste une carte bannie, mais on peut pas savoir, un effet pourra pas la traiter comme étant un monstre, comme un monstre guerrier, un monstre lumière, etc., etc. Vous pouvez interagir avec ça qu'avec des cartes qui interagissent avec les cartes bannies, et rien de plus. Si vous avez besoin d'un truc plus spécifique que ça, c'est mort pour les cartes bannies face verso. Ensuite, on a juste utilisé comme matériel, hein. Donc utiliser comme matériel, c'est juste envoyer au cimetière, hein, pour vraiment utiliser comme matériel, donc fusion, synchro, lien, et du coup pour invoquer un monstre depuis l'extra deck. Il y a quelques cas comme les fusions de contact, qui sont pas des invocations fusion, mais qui utilisent quand même comme matériel fusion, et bien évidemment aussi, si vous utilisez comme matériel et que la carte elle doit être bannie à la place, ça marche aussi. Et le petit cas particulier, c'est d'utiliser comme matériel Xyz, puisque là, vous devez superposer les monstres que vous utilisez sur la zone où vous allez ensuite mettre votre monstre Xyz. Voilà, ça. Et c'est surtout important de préciser que une carte comme ça n'est pas considérée comme ayant quitté le terrain. Un matériel Xyz n'est pas une carte sur le terrain, mais elle ne sera pas considérée comme ayant quitté le terrain. Ensuite, défausser. Donc en anglais, ce serait discard. Alors ça va faire un peu penser finalement à détruire, dans le sens où c'est une mécanique de jeu précise, et qui marche aussi avec le bannissement. C'est-à-dire que quand vous défaussez une carte, c'est tout le temps envoyé depuis la main au cimetière. Voilà, vous défaussez pas depuis le deck, vous défaussez depuis la main. Toujours. Mais, un effet qui vous dit de défausser, il vous dit défausser. Ça c'est super important. Et si vous êtes obligé de bannir à la place, la carte sera quand même considérée comme ayant été défaussée. Donc ça, voilà. Et du coup, si vous avez un effet qui vous dit d'envoyer une carte depuis la main au cimetière, précisément, c'est pas considéré comme une défausse. Donc voilà, il y a le déplacement physique, envoyé depuis la main au cimetière, et il y a les mécaniques de jeu, hein, défausser, bannir, etc. Et donc, envoyer une carte au cimetière, bah, c'est simplement une carte qui peut être envoyée au cimetière, hein, de plusieurs façons, mais détruire une carte, défausser ou la sacrifier, ce sont des actions qui envoient au cimietière. Mais c'est là qu'il faut faire la différence. Une carte qui est envoyée au cimetière, c'est un fait. Elle a été prise d'un endroit, sauf un, vous allez le voir juste après, et elle a été déplacée vers le cimetière. Mais ça peut être via un effet qui a juste dit de faire ça, ou alors via un effet qui a utilisé une autre mécanique de jeu comme intermédiaire. Et le seul truc, c'est renvoyer au cimetière. Donc en fait, renvoyer au cimetière, c'est quand vous prenez une carte bannie et que vous la remettez dans le cimetière. C'est renvoyer au cimetière, donc ça n'est pas envoyer au cimetière, un effet qui s'active quand la carte est envoyée au cimetière, ne sera pas envoyée quand elle ne sera pas activable, quand la carte sera renvoyée au cimetière. Ça aussi, très important. En fait, il y a un côté, quand vous avez une carte depuis le terrain, depuis le deck, depuis la main, quand elle va au cimetière, il y a un côté, il y a un aspect de progression. Alors que, depuis les cartes bannies jusqu'au cimetière, eh bien ça recule. Vous voyez peut-être cette idée-là? Je pense que c'est pour ça. Alors ensuite, on va voir la différence entre révéler et dévoiler. Parce que ces deux termes se ressemblent vachement en français, mais en anglais, vous pouvez voir que c'est reveal, bon, c'est simple, et dévoiler, c'est excavate. Donc révéler, donc lorsqu'un effet vous indique évidemment de révéler une carte, hein, vous la montrez aux deux joueurs, et vous pouvez avoir révéler une carte face verso, une carte dans votre main, une carte au-dessus de votre deck, etc. Révéler une carte, ça ne l'active pas, ça n'active pas son effet flip non plus, parce qu'à ce moment-là, ça dirait vraiment de la retourner, quoi. Et en règle générale, les cartes révélées sont renvoyées dans leur position d'origine après avoir été regardées. Bon, des fois, il va y avoir autre chose. Et, truc un peu intéressant, activer l'effet d'un monstre depuis la main, ça implique de devoir le révéler. Donc du coup, si vos cartes sont révélées, de base, vous pouvez pas activer vraiment normalement un effet en main, a priori. Hein. Il y a certaines cartes comme les dangers qui vont vous le dire, mais sur d'autres c'est un peu plus implicite. Bon, après ça dépend peut-être de certaines cartes, faudrait voir les rulings, c'est surtout quelque chose de plutôt, ouais, c'est plutôt implicite quoi. Vous pouvez pas révéler plusieurs fois une carte, hein, parce que fatalement quand vous activez une carte depuis la main, bah, vous la montrez, donc ça fait partie du mécanisme, tout bêtement. Alors ensuite,
On va voir dévoiler, du coup, la différence très importante, c'est que dévoiler, déjà, c'est pour les cartes dans le deck. Généralement, ça va être, voilà, excaver, genre, c'est comme si vous creusiez un peu, et vous creusez dans votre deck. Du coup, c'est pour dévoiler les cartes au-dessus de votre deck. L'important, c'est qu'une carte dévoilée est toujours considérée comme étant dans le deck. Ça, c'est super important. S'il y a un effet dévoile une carte et peut la spé, c'est considéré comme une spé depuis le deck, par exemple. Mais, truc pas du tout intuitif, si vous avez une carte comme Convulsion de Nature qui retourne le deck et qui du coup révèle les cartes, hein, on les voit, on peut toujours les dévoiler. Parce que finalement, excavate, ça fait un peu plus sens, hein, vous allez regarder, ok. Mais en français, dévoiler, on dit non, on la voit déjà, je peux pas la dévoiler. Bah voilà, c'est le terme français qui pour le coup est un peu trompeur là-dessus. Ah voilà, alors on va approcher de la fin, doucement. Ouais, la vidéo va bien faire 1 heure facile. Voire plus, j'en avais un petit peu peur, mais malheureusement, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Alors, on a les termes désignant des catégories de cartes, donc les match winners. Donc un match winner, c'est un monstre qui a une condition qui permet au joueur de gagner le match entier, le match, pas le duel, le match, si lui, il attaque directement, et qu'il gagne le duel, en fait, sur cette attaque. Ils sont actuellement tous interdits, en fait, il y en a un qui n'est pas interdit sur sa carte, mais qui est sur la banlist, et les autres, c'est juste marqué « ne peut pas être utilisé dans un duel ». Voilà, c'est souvent des cartes promo, des cartes de récompense, quoi, pour les championnats du monde. Alors ensuite, on va avoir 3 termes, support, archétype et série. Donc ça, c'est à moitié officiel, on va dire. C'est un petit peu dans du jargon, je vous mets dans le PS, là, mais c'est vachement important, puis Konami utilise de temps en temps le terme archétype, quand même, et puis le terme series. Vous allez voir, en japonais, c'est pas la même chose. Donc on va définir un peu ça, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose de très important à connaître. Donc un support, c'est une carte qui peut interagir avec un ensemble spécifique de cartes qui partagent une caractéristique commune de façon positive. Donc voilà, c'est une carte qui aide, mais qui aide un archétype, donc des monstres qui ont un nom, une particule commune dans leur nom, ou qui peut aider un type, un attribut, etc. Donc un anti-support, évidemment, c'est l'inverse. Ça contre certaines cartes. Et voilà, je dis, c'est pas forcément officiel, mais c'est très important pour définir archétype. Parce qu'en fait, archétype, ça va être un groupe de cartes qui ont donc des parties de noms en commun, donc voilà, j'ai mis les mêmes exemples, hein, héros, yeux rouges, numéros, et qui ont du support ou de l'anti-support. Parce qu'en fait, un archétype, excusez, il y a peut-être quelques bronfons, je ne sais pas. Un archétype, c'est un groupe comme ça de cartes, qui ont vraiment ce tronc commun dans leur nom, et qui ont du support. Donc généralement, un deck, évidemment, il sera basé autour d'un ou plusieurs archétypes spécifiques. Et le support, ça aide notamment à avoir une stratégie cohérente. Je commence vraiment à avoir très soif. ça fait longtemps que je tombe tout d'un coup, c'est pas grave. Allez, on continue, on y est presque. Mais du coup, une série, ça va être un groupe de 3 cartes ou plus qui partagent un nom, ou un genre d'effet, ou une apparence commune, mais qui ne sont pas un archétype parce qu'ils n'ont pas de support. Alors, il y a du coup des séries qui deviennent des archétypes un moment, à partir de la sortie d'une carte précise. Ça arrive de temps en temps. Mais par exemple, chez les héros, vous avez héros qui est un archétype, hein. Herman est un support pour héros en général, mais héros extra, ça n'est pas un archétype. C'est juste une série, parce qu'il n'y a pas de support pour les héros extra, précisément. Voilà. Et donc c'est à ne pas confondre avec le terme series, qui est utilisé en japonais à la place d'archétype, hein. Ça aussi thème, par exemple, ils aiment bien ça. Et enfin, dernière catégorie qui sera un peu plus calme, même s'il y a beaucoup de termes, mais en fait ce sont des termes, voilà, quand je dis... Oula. Excusez-moi, c'est pas grave. Il se pose vraiment tout. Donc ce sont des termes, comme je disais, qui sortent en fait des séries, des mangas, et qui vont désigner des petites... Non, Siri, s'il te plaît, ne te mets pas en... Cette vidéo finit vraiment n'importe comment. C'est pas grave. Ce sont donc des termes qui peuvent définir, voilà, des façons spécifiques de faire ces invocations, ou alors des invocations qui sont exclusives à l'anime ou au manga. Donc on a la fusion contact, qui est donc l'invocation spéciale d'un monstre via sa propre condition d'invocation, et qui dit bien « vous n'utilisez pas polymérisation ». Donc ça vient de GX à la base. L'invocation transformation, alors je dis, hein, aussi le truc que j'avais pas dit, les termes que j'utilise ici, j'utilise les termes français
tous ne sont pas forcément officiels. Déjà parce que certains n'ont jamais eu l'occasion d'être en français, et pour certains j'ai pas forcément lu les mangas, etc. Donc si vous avez les termes officiels, n'hésitez pas à me le dire, je mettrai ça à jour. Encore une fois, il y aura peut-être des petites mises à jour de temps en temps, peut-être même que quand vous aurez cette vidéo qui sortira, il y aura déjà 2-3 petits changements, mais je vous dis c'est juste des majuscules, des choses comme ça, on s'en fout. Il n'y aura pas forcément d'indication. C'est des petites coquilles, hein, si, hein, je le dis un peu tard malheureusement, mais n'hésitez pas, hein, s'il y a des petites fautes, faut me le dire, je les corrigerai. Et voilà. Excusez-moi, hein, la fatigue commence à arriver, mais on y arrive, on arrive à la fin. Donc on a fait le contact de l'invocation de transformation, ça c'est en fait l'invocation des héros masqués, hein, c'était invoquer un monstre fusion sans utiliser de matériel fusion. Donc ça vient du manga GX. L'invocation synchro des ténèbres, donc ça c'est ce qui permet d'invoquer les monstres synchro des ténèbres, hein, qui étaient un peu l'inverse des monstres synchro, hein. Donc au lieu d'avoir un synthoniseur plus des non-synthoniseurs, en fait on avait non-synthoniseur moins synthoniseur des ténèbres. Et du coup, en fait, ils avaient des niveaux négatifs. C'était un peu ça le délire. La double syntonisation, ça c'est quand vous utilisez 2 synthoniseurs. Il y a aussi la version triple. La synchronisation accélérée, c'est en fait quand vous utilisez que des monstres synchro pour faire une invocation synchro, d'un monstre qui en plus en a besoin généralement, hein, qui le demande explicitement. Donc il y a l'accès synchro de base, c'est avec un synchro synthoniseur et un synchro non synthoniseur. La delta axel, il y a 2 synchro non synthoniseurs, et la limit over axel, c'est avec 4 non synthoniseurs. Donc ça vient de 5Ds. La Phantom Synchro, donc ça c'est invocation synchro d'un monstre synchro depuis le cimetière. L'invocation, voilà, l'évolution Xyz, ou l'Xyz Change en version originale, ça c'est l'invocation Xyz d'un monstre Xyz en utilisant un monstre Xyz unique comme matériel. Donc il y a vraiment ce côté évolution, hein. C'est souvent via des conditions d'invocation ou des effets de cartes, et très souvent on transfère les matériels, hein, d'un monstre à l'autre. Donc il y a plusieurs versions, hein, la Shining pour les Shining Numbers, la Chaos pour les Chaos Numbers, pour les Chaos Xyz, Direct Chaos, ça c'est quand il invoque un Chaos Number mais sans utiliser le Numbers de base. Extermination Chaos, c'est l'invocation du Chaos Imaginary Numbers suite à la destruction de sa version Chaos Numbers. Voilà, je me suis un petit peu amusé, j'ai mis un peu toutes les variantes, hein, parce qu'après tout, pourquoi pas, ça fera un petit peu de trivia là aussi. Super, on aime les travaux, vraiment, cette vidéo part dans tous les sens. Alors, le rank up ou le rang plus, et du coup il y a le rang moins, donc ça c'est l'utilisation de cartes magie rang plus ou magie rang moins, quasi exclusivement, il y a quelques effets qui peuvent simuler cette mécanique-là. En gros, l'idée c'est d'utiliser un effet, très souvent un effet, hein, pour utiliser un Xyz, bon, et pour rank up, c'est-à-dire on utilise un monstre Xyz et on invoque par-dessus un monstre Xyz de rang supérieur. Évidemment, le rank down, c'est un rang inférieur. Ensuite, je me perds. Nous avons l'invocation Cross Xyz. Donc la Cross Xyz, c'est invoquer en fait un monstre Xyz, c'est assez marrant, ça a été fait une fois dans Arc 5 avec une carte qui s'appelle Cross Xyz, et c'est une invocation Xyz en utilisant un monstre Xyz et un monstre non Xyz qui ont le même niveau et rang. Voilà. L'invocation Réincarnation, enfin l'invocation Xyz réincarnée, donc ça c'est invoquer un monstre Xyz en utilisant, comme au moins des matériels, une autre copie de ce même monstre Xyz, hein. Donc ça c'est dans Vrains. L'invocation dimensionnelle, ça vient du film Dark Side of Dimension, et ça consiste à invoquer en fait un monstre depuis sa main, sans sacrifice ni coup, et ça permet de déterminer son attaque-défense d'origine, avec les bornes hautes étant ses valeurs de base. Et s'arrêter ou... Non, je crois qu'il faut vite finir cette vidéo, je crois que c'est la dernière page, on va y arriver. Integration Summon, l'invocation unifiée, ça c'est pour l'invocation de Zark dans la série, qui est un monstre fusion synchro, Xyz pendule. Voilà, on s'amuse, et via sorcier astrographe. Ensuite nous avons l'Overscale Pendulum, que j'ai appelé pendule sur échelle, c'est vraiment pas un terme facile à traduire en français, je vous l'avoue. Je ne sais pas s'il y a une traduction française du manga, donc s'il y en a une, peut-être donnez-la moi. L'invocation pendule, c'est donc l'invocation pendule d'un monstre via sa condition d'invocation, et en fait ça prend pas en compte les échelles pendules, tout bêtement. Et ensuite on a une autre version qui est aussi dans le manga, donc c'est l'invocation pendule transcendantale, donc en fait c'est vous invoquez par pendulation un monstre, là aussi il fait sa condition d'invocation, et en fait il faut que la somme de vos 2 échelles pendules dépasse le niveau du monstre que vous invoquez. Et enfin l'invocation lien réincarné, assez connue parce que c'est la mécanique principale de Salamandre, donc c'est l'invocation d'un monstre lien en utilisant comme au moins un des matériels, là aussi une autre copie, un monstre du même nom,
Et quand c'est fait via Transcendance Salamandre dans l'animé, c'est utiliser l'invocation lien simplée, l'invocation lien transcendantale, ou, de manière plus fidèle à la version originale, la super invocation lien réincarnée. Bon, ça, on pourrait peut-être en discuter. Donc, en fait, à chaque fois, ça a été fait via Transcendance Salamandre. C'est aussi à chaque fois qu'il réincarnait un Link 4. Donc, voilà, prenez ça comme vous voulez. Et j'ai mis, bien évidemment, en PS que on peut facilement imaginer une invocation rituel, fusion, synchro, réincarné. Ça n'existe pas vraiment. Alors, rituel fusion, c'est faisable parce qu'il y a des rituels fusion Salamandre qui ont cette mécanique-là au niveau de leur effet. Et synchro, par contre, ça n'existe pas encore, mais j'imagine que ça existe. Enfin, si Salamandre avait un synchro un jour, j'imagine qu'il y aurait une option de réincarnation. Typiquement, ce que j'imaginerais, par exemple, vous avez un synchro niveau 7, synthoniseur niveau 3, et genre le monstre synchro ou synthoniseur, mais il peut réduire le niveau du monstre synchro, pour invoquer le synthoniseur, et comme ça vous pouvez juste refaire la même synchro. Ça c'est un peu ce que j'imagine dans ma tête, et je pense que ce serait fait comme ça, mais on sait pas, ça existera peut-être un jour. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je mettrai à jour au fur et à mesure s'il y a besoin. J'espère que vous pourrez utiliser ce PDF pour vous cultiver un petit peu, avoir un peu de mal avec certains termes. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, et je vous donne rendez-vous pour le jargon très bientôt, qui là je pense sera d'autant plus important, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont assez mal connus finalement. Forcément, il y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal, disent « Ah, ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça, c'est quoi cette abréviation ?» Donc je pense que c'est le jargon qui sera d'autant plus important. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour ça. Salut les gens!